Bonsoir, vous êtes dans 28 minutes pour le Club du Vendredi où l'on analyse les événements marquants de la semaine. Le plan d'urgence anti-chômage de François Hollande, est-ce du déjà-vu, est-ce du trompe-l'œil? Rappelons que sous François Hollande, justement, le nombre de chômeurs a augmenté de 652 700 personnes. Nous parlerons de Daesh, la coalition internationale contre le terrorisme qui s'est réunie avant-hier à Paris. Pourra-t-elle reprendre les fiefs djihadistes de Raqqa et de Mossoul? Et puis Claude Askolovitch a revu Nous nous sommes tant aimés, le chef-d'œuvre d'Ettore Scola qui vient de mourir. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Est-ce que vous savez que vous êtes à côté du petit bretzel? Le bretzel de Mouty? Oui. Oui, Renaud, vous êtes Bonsoir Elisabeth. Vous êtes non-polluant, mon lapin, hein? À part les pollutions nocturnes, mais on ne veut rien savoir. Vous allez bien? Très bien. Non, mais on entend des trucs dans la nuit de France Inter sur lui, des trucs incroyables. Corps de panthère. Faut pas croire tout ce qu'on entend. Vous savez. Sourire de chacal. Anne-Elisabeth Moutet. Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes bien. correspondante, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Vie Moutet, correspondante à Paris du Sunday Telegraph. À côté de vous, Pascal Blanchard, toujours sans ouvrage. Attendez le mois d'avril. Comment ça s'inquiétait? Rassurez-vous. Normal, j'aime bien qu'elle s'inquiète. Oui, je m'inquiète beaucoup. Et enfin, Joël Mesquin, correspondante à Paris du Soir. Bonsoir, Joël. Et notre ami Yakana. Bonsoir. Bonsoir, Yakana. Vous dessinez pour l'Actu, un quotidien pour les ados. Vous dessinez pour Même Pas Peur, un mensuel satirique. Et vous avez un blog. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle yakana.net. D'accord, très bien. À tout de suite. Première actualité, Daesh, plan d'austérité au califat. Renaud Oui, Delis, puisque, on a appris des trucs incroyables. Voilà, on a appris cette semaine que Daesh envisageait de réduire les pensions, enfin les salaires versés donc à ces soldats, à ces combattants. Et en l'occurrence, est-ce que ça signifie que les frappes de la coalition occidentale, qui sont de plus en plus concentrées depuis maintenant quelques semaines sur les puits de pétrole contrôlés par Daesh, plus particulièrement en Irak et aussi en Syrie, est-ce que c'est une bonne arme finalement pour assécher Daesh d'un point de vue que de frapper l'organisation terroriste au portefeuille en quelque sorte? C'est la seule stratégie possible à court terme. À moyen terme, à long terme, il y en a d'autres. Mais celle-là, l'idée est de dire qu'il faut arriver à faire que Daesh n'ait plus les moyens ni de son expansion, ni de protéger l'ensemble du territoire. D'ailleurs, on le voit à 3 indices qu'il y aurait une efficacité. D'abord, la baisse des pensions. Deuxièmement, un certain nombre de déserteurs qui ont été exécutés en public, très symboliquement. Mais aussi, une chose qui est en train de se voir, c'est le repli stratégique sur les grandes villes, sur les grandes voies de protection et sur les endroits, justement, ou d'exploitation pétrolière, ou des zones aussi d'objets d'art qui continuent à être exploités largement. Il faut quand même se rendre compte que le pétrole représente de moins en moins de poids dans la fortune de Daesh. Mais cette réalité, elle est là, et on le voit à un certain nombre d'indices, Daesh est en repli sur le territoire syrien et irakien. Ça ne veut pas dire que dans le même temps, ils ne sont pas en expansion avec leurs alliés internationaux, et notamment en Libye. Mais quand même, vous n'avez pas été étonné par cette annonce d'une naïveté confondante, les salaires vont baisser de 50%. Ce n'est pas tout à fait motivant pour faire venir des gens, d'ailleurs. Ils savent très bien que sur Twitter et Facebook, en quelques minutes, les gens vont le dire. La vérité aurait été parce que c'est quand même une génération aussi de combattants qui est en permanence dans les nouvelles technologies. Donc cette information serait sortie. Regardez, ils reconnaissent eux-mêmes des fois des morts en leur sein, parce qu'ils savent que les gens vont parler entre eux. Ils préfèrent maîtriser l'information que de se voir débordés par leurs propres troupes. Donc ils sont quand même victimes de la transparence. Exactement. La coalition qui s'est réunie avant-hier à Paris, Anne-Elisabeth Moutet, a dit sur le long terme, il s'agira de reprendre justement les villes qui sont les fiefs autoproclamés, Mossoul, Raqqa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut encore engager plus de moyens militaires? C'est une bonne question. En réalité, il dit ça et on met des moyens qu'on ne va pas tout à fait appeler minimum. J'ai extrêmement peur que ce soit moins Daesh qui les motive à faire un peu plus que la présence de Poutine. En se disant, là, on perd vraiment du terrain et on perd du terrain d'une manière sur le long terme. On sait que la France a maintenant le droit et l'onction de la Commission de Bruxelles pour nous dire qu'on peut dépenser plus d'argent et avoir un déficit plus important, puisqu'il faut qu'on se batte contre les terroristes. Alors ça couvre toutes sortes de misères qui n'ont rien à voir avec ça, mais on va peut-être tout de même aussi dépenser de l'argent militaire pour aller un peu plus taper sur Daesh. Mais alors justement, quelles peuvent être les conséquences du recul militaire de Daesh sur le terrain? On l'a vu, ils ont perdu quelques villes, on pense à Sinjar, à Ramadi, etc. Je voudrais vous faire écouter François Hollande qui s'exprimait hier, il présentait ses vœux au corps diplomatique, et les conséquences de ce recul sur le terrain, elles peuvent être en fait assez diverses. On l'écoute. Cette armée terroriste s'affaiblit en perdant du terrain, des ressources et des hommes. Mais elle s'en prend encore avec plus de barbarie aux populations civiles et fomente des attentats. Sa faiblesse est en fait une forme supérieure d'agressivité.
On a vu récemment une multiplication de prises d'otages, d'attentats d'ailleurs un peu partout dans le monde. Est-ce que ça veut dire que l'affaiblissement militaire finalement provoque un surcroît d'agressivité et de barbarie de la part de Daesh ? Ça peut l'être, en tout cas effectivement une fuite en avant. On l'a vu déjà très bien aussi dans la concurrence que se livraient Al-Qaïda et l'État islamique. On a vu que quand l'un était plus faible, eh bien, ils voulaient revenir dans la course et refaire des actions spectaculaires aussi. Donc moi je suis très sceptique par rapport à ce qu'on entend de François Hollande qui dit grâce à nos efforts conjugués, aux efforts conjugués de la coalition, l'État islamique recule. Certes, il perd des territoires, mais tant qu'il continue de faire venir du monde, tant qu'on n'aura pas à la racine, qu'on ne sera pas à la racine attaqué au problème, tant qu'on continuera de séduire les esprits. Parce qu'on a toujours des Français aujourd'hui qui rejoignent Daesh. Ça, c'est pas tari, absolument. Et c'est quand ce flux-là se tarira qu'on pourra dire qu'effectivement, on fera reculer l'État islamique, mais en tout cas pas pour l'instant. Quand vous entendez François Hollande, vous concluez quoi? Qu'il légitime à l'avance l'état d'urgence prolongé? Oui, mais surtout, il dit une chose qui est assez vraie. En gros, Daesh a fait, hors Syrie-Irak, 750 morts en 2015 avec ses attentats. Pour Daesh, c'est qu'un début. Ils savent très bien l'efficacité d'un attentat dans le monde, ça vaut 3 victoires en Syrie et en Irak. C'est pas du tout le même niveau, on est bien d'accord. Occuper le territoire est une chose, mais symboliquement, ils sont arrivés au stade de la guerre mondiale maintenant. L'aspect territorial, que ça grossisse de 15%, ce qui est le cas de cette année, ou diminue, c'est un détail comparé à cet État qui maintenant existe dans la tête et dans l'esprit mondial. Par contre, emmener la guerre mondiale dans une vingtaine de pays, ce qui est leur stratégie, aujourd'hui est essentiel pour 2 raisons. D'abord, marquer la terreur, on l'a tous compris, mais surtout abattre leur principal ennemi, qui est aujourd'hui Al-Qaïda. Tout simplement. Parce qu'Al-Qaïda, c'est le potentiel de 20 000 combattants en plus en Syrie et en Irak demain matin qui basculeront d'un camp à l'autre. Donc notre stratégie doit aussi tenir compte de cette stratégie-là. Donc cette menace, oui, justifie l'éventuelle prorogation de l'état d'urgence. Aujourd'hui, Daesh a vu les faits. La terreur est mondiale. En moins d'une année, ils ont sorti la guerre d'un aspect moyen-oriental en faisant une guerre mondiale. Sur tous les continents. Et la Libye va être le prochain conflit, parce que là, ils ont un potentiel énorme, avec très peu de combattants, de déstabiliser un pays. Et un gouvernement archi-fragile. Un jeune gouvernement très fragile. Yakana, vous avez des dessins? Oui, j'ai 3 dessins. Ah bah allez-y. Alors le premier, un chef djihadiste qui dit on est à sec, il va falloir se serrer la ceinture d'explosifs. Ensuite, 2 pauvres victimes qui disent alors ce califat il est décapité, pour le moment seulement dépité. Et puis je pensais que les djihadistes allaient peut-être bientôt se reconvertir en rémouleurs. Je lui donne pas ton Opinel. On augmente votre salaire. Le duel de la semaine, bac à sable. Il y a de ça, oui, des enfants, des mondains qui s'affrontent. Des vieux enfants. Voilà, c'est mon duel de la semaine. Ça peut être en politique française, en tout cas, le duel de l'année. Il oppose donc cette semaine un certain Nicolas Sarkozy, à ma gauche, une fois n'est pas coutume. Souvenez-vous, 60 ans, ancien président de la République. Et à ma droite, Alain Juppé, de 10 ans son aîné, 70 ans, qui s'était vu décerner jadis, vous vous en souvenez, le titre de meilleur d'entre nous par Jacques Chirac, et qui donc aspire à concrétiser ce titre en devenant à son tour chef de l'État. Alors ces deux-là, Sarkozy et Juppé, si on regarde, ça fait presque 25 ans qu'ils se cherchent en quelque sorte, depuis d'ailleurs notamment en particulier le duel Chirac-Balladur du début des années 90 et de la présidentielle 95. Et ils ont promis, Juppé et Sarkozy, de solder définitivement leur compte à l'occasion de la primaire du Parti Les Républicains qui est donc prévue au mois de novembre. Mais d'ici là, et on le voit déjà depuis le début de l'année, ces tout derniers jours, eh bien, la tension est déjà montée d'un cran entre les deux. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, depuis en gros les fêtes de Noël, il dégringole dans les sondages. Il dégringole d'abord d'ailleurs parmi les sympathisants de droite, tandis qu'Alain Juppé, lui, il caracole en tête et il creuse son avance. Résultat, certains pensent que l'affaire serait peut-être déjà pliée et c'est même répandu ces derniers temps la rumeur que Nicolas Sarkozy pourrait finalement jeter l'éponge et ne pas aller au bout. Que fait-il, Nicolas Sarkozy? Évidemment, il contre-attaque et il joue son va-tout en publiant un livre. Et oui, un livre qui sera en librairie la semaine prochaine, qui s'intitule « La France pour la vie ». Enrico Macias, le titre un peu. On a presque envie de se faire tatouer un si beau titre. Un livre dans lequel donc, Nicolas Sarkozy promet de parler de ses réussites, mais ça on sait qu'il en est capable. Mais plus nouveau, il promet aussi, je le cite, de revenir sur ses erreurs. Il l'a écrit sur sa page Facebook. Enfin, donc, ce serait le temps de ce fameux droit d'inventaire que beaucoup lui réclamaient. Pour renouer avec les Français, Nicolas Sarkozy, il va aussi d'ailleurs repartir à leur rencontre à travers le pays, à cette fameuse immersion dans la France profonde qui sauva jadis, justement, selon la légende, Jacques Chirac en 1995. Cette annonce d'un retour vers le pays, elle a aussitôt provoqué une réplique cinglante d'Alain Juppé. Je le cite,
Très bonne idée, dit-il. Moi, ça fait 2 ans que je fais ça et je peux conseiller d'ailleurs à Nicolas quelques bonnes adresses d'hôtel Ibis. Non. Boum. Il a dit ça? Ah oui, sacrée vacherie, effectivement. On ne va pas s'ennuyer dans cette primaire. C'est le vrai Juppé. Une sacrée vacherie, pourquoi? Parce que Juppé, acide. surtout, il appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'il réveille évidemment le fantôme du fameux Sarko Bling Bling, celui du Phuket plutôt que l'hôtel Ibis. Enfin non, celui qui maintenant préfère un autre palace parisien. Il a dit il y a quelques mois au lecteur du Parisien, il préfère maintenant le Bristol, il l'a raconté, plutôt que le Phuket. Reste finalement, à l'aube de ce duel, une question qui plane et qui taraude la droite française. Est-ce qu'entre un Nicolas Sarkozy, qui assure donc avoir changé, une nouvelle fois, et un Alain Juppé, septuagénaire, faut-il le rappeler, qui prétend donc incarner le renouveau 20 ans après avoir été Premier ministre, et quel Premier ministre impopulaire il était à l'époque, eh bien, est-ce qu'on peut de nouveau en politique française être après avoir tant été? Magnifique. Je pose la question à Anne-Elisabeth. Anne-Elisabeth. Alors c'est une question très intéressante parce qu'il y a vraiment un personnage qui détonne dans le système français et c'est Sarkozy. Sarkozy est un outsider, il se vit comme un outsider, il a fait sa campagne de 2007 en disant qu'il était un enfant de sang mêlé, il n'est pas énarque alors que Juppé l'est, et il a été une première fois l'homme du renouveau. Et ce que disent les gens autour de lui, et on parle avec eux de temps en temps, c'est qu'il a recommencé, quand il a décidé de se relancer dans la bagarre, il a justement pas fait, c'est pas une question de droit d'inventaire, mais enfin, il n'a pas vraiment analysé certaines des erreurs. Il se voyait déjà de nouveau président en ne faisant pas les bêtises qu'il avait faites en tant que président. Et sa présidence, il l'a relativement analysée. Mais son travail de campagne, il ne pensait pas. Et là, il est évident que brusquement, c'est tombé à toute vitesse. Alors, on m'a raconté une histoire terrifiante. Elle va être courte. Un ancien collaborateur Elle va être de Sarkozy, courte, bien sûr. quand il était ministre de l'Intérieur et après, et qui dit, à qui je faisais remarquer la dégringolade de Sarkozy dans les sondages, et qui me dit... le chef, quand il donne un ordre, on obéit. Quand il va à l'attaque, on le suit. Quand il dort, on protège son sommeil. Et quand il tombe dans les sondages, on le tue. Joël. Je suis frappée par la psychologisation du débat politique en ce moment en France. Il y a d'une part effectivement le retour de Nicolas Sarkozy. On pourrait aussi mettre... Ça fait déjà 2 ans parce qu'il est de retour, mais absolument. il n'arrête pas de revenir. Aussi Jean-François Copé, la psychologisation. On parle aujourd'hui donc d'authenticité. Je vais faire mon mea culpa, je vais aller à confession. On va donc dans des émissions politiques psychologisantes. C'est le divan pour Jean-François Copé, ce sera 7 à 8. L'interview intimiste pour Nicolas Sarkozy dimanche. Donc on est là dans une espèce de débat politique d'ego, de moi, de surmoi, etc., de lapsus, ou que sais-je, de transgression. Et en réalité, le sujet, c'est pas ça. C'est pas la personnalité de Nicolas Sarkozy, c'est la France, c'est les Français, c'est ça le sujet. C'est pas l'ego du personnage qui est censé l'incarner. C'était le coup de gueule de Joël Besquin. Non mais un mot là, Pascal Blanchard. En même temps, en 40 ans, on a toujours connu ça. Il y a toujours eu 2 hommes à droite qui se sont affrontés. C'est ça qu'aime à la fois la droite et je pense que les Français attendent. Parce que la droite est plurielle. La droite est plurielle, comme la gauche est plurielle. Au-delà de ça, c'est qu'on aime des duels d'hommes à droite. C'est-à-dire le duel Chaban-Giscard, la testostérone. Chirac-Giscard, et chaque fois, on se trompe toujours en termes d'analyse. Rappelez-vous Balladur-Chirac, quelques temps avant. On a oublié le dernier duel qui a apparu quand tout le monde a pensé que Sarkozy s'était battu contre personne, c'est Bayrou. Ça a été un vrai duel. Les Français, ça les a pas lassés, ça. Mais la Non, pas marre. en 40 ans, 4 duels et on attaque. Bon, très bien. Eh ben, on en reparlera dans 15 jours. Alors, Yakana. Oui, j'ai 2 dessins. Donc le premier, le secret littéraire de Sarkozy, je fais revenir dans de vieilles casseroles. Et puis Sarkozy qui cherche Juppé pour lui dédicacer son livre. Il est parfait, l'expression est épatante. On passe à la une internationale. Ça pique, comme piquerait un chardon écossais, à la une du quotidien indépendantiste écossais The National, avec ce photomontage croquignolet. Regardez, le Premier ministre britannique David Cameron affublé de la moumoute jaune paille donaldienne. Selon ce quotidien écossais, Cameron est coupable de trumpisation de la politique britannique, en cause sa volonté d'imposer des tests d'anglais aux femmes musulmanes immigrées. Alors Anne-Elisabeth Moutet, c'est plus compliqué que ça. C'est surtout que pourquoi est-ce que les femmes musulmanes ne parlent pas anglais? Parce que leurs maris ne veulent pas qu'elles apprennent l'anglais. Alors. Parce que on va C'est pas une généralité, ça, pardon, les femmes musulmanes. C'est pas une généralité, mais ça, pour les 22% de femmes musulmanes qui ne parlent pas anglais, c'est plus qu'une généralité. Et il y a des exemples qu'on a appris avec des. Donc c'est une mesure féministe, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est une mesure largement féministe. Une femme de 30 ans qui est obligée d'accompagner sa mère à l'hôpital parce que sa mère ne parle pas un mot d'anglais alors qu'elle habite en Angleterre depuis 35 ans. Des choses comme ça. Donc quel est le projet des
femmes qui sont là depuis 2 ans et demi, qui ne parlent pas encore anglais, on les expulse. C'est très pratique, d'avoir à la maison une femme qui ne parle pas la langue parce qu'elle ne va pas sortir, elle ne va pas se faire des idées, elle ne va pas changer d'avis, etc. Et c'est une pratique. Vous savez que les Anglais, ils ont une attitude pendant des décennies différente de la France. L'idée consistait non pas à ce qu'on assimile tout le monde sous une large tente nationale, mais on faisait développement séparé. Et on vient de se rendre compte que le développement séparé, ça ressemble de plus en plus à l'apartheid et que celles qui en prennent plein la figure en premier, c'est les femmes. Est-ce que ça signifie, Ndémé Toutel, alors si c'est une mesure féministe pour venir en aide aux femmes qui sont asservies par leur mari, que si jamais elles ne parlent pas anglais, donc l'État va leur venir en aide pour les aider à s'émanciper et pour apprendre l'anglais? Alors, pour l'anglais, oui, bien sûr, il y a des cours. Seulement, il faut qu'elles soient autorisées à aller aux cours. Il faut éventuellement qu'on leur donne une aide, c'est possible, une aide financière pour compenser quelque chose pendant qu'elles suivent ces cours. Mais la plupart d'entre elles ne travaillent pas parce qu'évidemment, elles ne peuvent pas travailler. Et poursuivez le raisonnement de David Cameron. Qu'est-ce qui se passe si elles ne savent toujours pas parler anglais? Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, vous ne savez pas ce qui se passe? Pascal Blanchard, qu'est-ce qui se passe? Elles sont expulsées? Le raisonnement est de dire que autre chose, ça va c'est pas les devenir femmes. aujourd'hui un facteur de confirmation d'une autorisation de présence sur un territoire. Mais ça, c'est pas les femmes. Vous savez qu'en ça, c'est France, tout le monde. aujourd'hui, on commence à obliger, d'une certaine manière, les migrants qui arrivent à parler la langue. Ce qui, je tiens à le dire, fondamental à partir du moment où on est dans une logique d'intégration. On ne peut pas s'intégrer sur un territoire si on ne parle pas la langue. Je rappelle aussi que ce chiffre de 22% est parfaitement ambigu, puisque dans les 22%, on intègre aussi certaines femmes qui sont arrivées depuis moins de 2 ans en Angleterre. Juste pour expliquer, au bout de 5 ans, ce chiffre devient inacceptable, 10 ans, tout à fait anormal, mais au bout de 2 ans, on pourrait peut-être se poser aussi des questions sur la notion des Anglais de faire des statistiques. Enfin, je répète une chose qui est quand même fondamentale, beaucoup de Français travaillent à l'étranger dans le pays et ne travaillent toujours pas en wolof, ni en chinois, ni dans certaines langues. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut donc là-dessus prendre une forme de distance, il ne faut pas non plus en faire un facteur déterminant de l'intégration, mais oui, il y a un vrai travail à faire, mais il faut donc des moyens pour ça. Parce qu'on se rend compte aussi que... Il y en aura? Oui, non, alors ça, j'attends de voir, parce qu'à chaque fois Il y a que je dis déjà ça... des cours. Attendez, généralement, nos hommes politiques, alors de droite comme de gauche, sont très très bons pour donner des leçons d'intégration. Il semblerait qu'il y a eu des coupes franches dans les budgets. Mais les moyens publics derrière, généralement, diminuent dans le même temps. Donc il y a un décalage. C'est très intéressant ce débat parce que chez nous en Belgique on l'a eu aussi. Et pendant des années en fait il y a eu une opposition de fait au fait qu'il fallait donner des cours obligatoires. Émanciper les femmes, les aider à s'émanciper. Lorsque les femmes et les hommes arrivaient, à tous les arrivants. Et maintenant on y revient, mais il a fallu des années pour ça, pour convenir qu'effectivement cette espèce d'apprentissage obligatoire de la langue française pour la partie francophone du pays était une bonne chose. Yakana. Oui, j'ai j'ai 2 dessins. Donc, quelqu'un qui dit à Cameron, David, arrête d'imiter Donald, ça fait un peu Mickey. Mignon. Et puis, comme c'est l'année peut-être du Brexit, on ne sait pas sûr. Donc, pour votre niveau d'anglais cette année, musulmane, fuck Europe. Alors, on revient à la langue de Molière avec le mot dièse de la semaine, cher Nadia. Mot dièse. Et c'est quoi le mot dièse? Mais ça en anglais, c'est Oscar so white, mais je vais vous le traduire en français. C'est donc 2 si blancs Oscars, en référence évidemment à la 88e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 24 février à Los Angeles. Et en réaction, surtout à ça, donc la liste et les portraits des nommés de cette nouvelle édition. Donc normalement, tout le monde a vu le problème. Ils sont tous blancs, comme l'an dernier et comme beaucoup d'autres fois avant ça. Aucun acteur ou actrice noire n'a été nommé pour ces Oscars. Et cette année particulièrement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs noirs qui ont livré de belles performances, pour ne citer que Samuel Jackson dans Le 8 salopards de Tarantino, Idris Elba, qui est mon futur époux, mais qui ne le sait pas encore, dans on va lui dire, ou le jeune Michael B. Jordan, qui joue le rôle principal dans le film Creed, dans lequel joue Sylvester Stallone, qui lui est nommé. Évidemment, ça c'est la partie la plus visible, la plus spectaculaire. On parle que des acteurs, mais sur 52 personnes nommées, il n'y a qu'une personne non blanche, d'où ce fameux hashtag dont se sont saisis des stars et aussi des anonymes pour dénoncer absence de diversité, voire pour accuser l'Académie de racisme. Il se dit, par exemple, que les Oscars ressemblent de plus en plus à un meeting de Donald Trump, que des blancs. Et sur son compte Facebook, évidemment, on l'attendait, il a réagi. Le réalisateur Spike Lee a posté cette photo de Martin Luther King. Il a annoncé qu'il ne se rendrait pas à la cérémonie. Et puis on a entendu d'autres personnalités comme George Clooney, Lupita Nyong'o, Omar Sy, Roche Dizem, Barack Obama, pas encore, qui soutiennent un boycott qu'ils jugent légitime. Alors ça c'est quand même plus étonnant et ça invalide quand même l'idée qu'il y aura un complot raciste. Cheryl Bowen Isaacs, qui est la présidente de l'Académie depuis 2013, elle s'est dite elle-même bouleversée et furieuse de l'absence de diversité. Et il se trouve quand même des personnes pour dire que finalement les Oscars ne sont pas racistes, mais c'est l'industrie du cinéma qui est inégalitaire, peu représentative. Il y a des statistiques
statistiques sont très importantes. Dans les films à gros budget, 73% des personnages sont des hommes, moins d'un tiers sont des femmes et seulement 6% des réalisateurs sont noirs. Et tout ça, ça a finalement relancé le débat sur les quotas pour en finir avec le règne du mâle blanc. Bah oui, et les Mexicains et les Asiatiques, Pascal Blanchard, on n'en C'est- parle pas. Les Oscars, c'est le reflet de l'Amérique. Ouais. Si vous regardez depuis 75 ans ce qui se passe, parce que le premier Oscar donné à un homme ou une femme noire, il y a exactement 75 ans. Donc on est en train de dire qu'on est en train de fêter. Et c'était pour autant, on emporte le vent. Et à l'époque, cette jeune femme, McDaniels, qui avait gagné l'Oscar, n'avait même pas eu le droit d'être dans la salle, à la table des autres Oscarisés. On l'avait mis dans le fond de la salle avec, en fin de compte, son mari. Ce qui est fantastique, c'est que ça démontre que l'Amérique, à chaque fois, c'est comment l'Amérique se regarde. Vous regardez les Oscars, et vous regardez qu'il y a eu un moment d'évolution, où le débat était prégnant avant les Oscars. Ce qui faisait que vous aviez 5, 6, 7, 8 représentants, et une distribution d'Oscars relativement conforme à la société américaine. Et là, vous voyez que depuis 3 ans, il y a un Sous repli Barack Obama. progressif, Oui. sous Barack Obama, à la fois dans le cinéma américain, dans la société américaine, mais aussi aux Oscars. Donc ce reflet, il est parfait, et il va même beaucoup plus loin. Il est en train de démontrer que là, on le voit, les seuls la grande majorité, de ceux qui appellent au boycott, ce sont des Noirs. C'est vrai. Il y a très peu de grands acteurs George blancs. de réalisateurs Clooney. blancs. Oui, mais très peu. Attention, ne soyons pas... La plupart des gens vont aller aux Oscars. La plupart des télés vont retranscrire les Oscars. La plupart des intellectuels et des journaux américains n'appellent pas au boycott des Oscars. L'enjeu présentateur, financier il est Il n'y trop a qu'un important. seul réalisateur qui a pris la parole, c'est Roger Deakins, qui va faire Chocolat dans peu de temps, et qui a dit que lui comprenait ce boycott. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 20 ans, une grande partie du cinéma américain aurait appelé au boycott. Aujourd'hui, cette question n'est plus une question politique pour les blancs démocrates aux États-Unis. Et il faut vraiment le déplorer. Et Lupita Nyong'o. Pourquoi ce recul sous Barack Obama? C'est ça qui est Oui, quand même incroyable. Elle a eu un Sous les Oscar. 2 mandats Il y a de 2 ans. Barack Obama. Comment Un tel expliquer, recul, comment on l'explique? Alors, bon, Cette année. d'abord, il y a eu. Moi, je pense que d'abord, c'est la deuxième année. L'année dernière, David Oyelowo, qui était Martin Luther King, n'a pas été nominé. Et ça, c'était une immense injustice parce que c'était une performance remarquable. Et je crois que c'est la répétition qui a vraiment Bien sûr. beaucoup déplu. S'il y avait eu une seule personne noire de nominée, ça n'aurait pas été la bonne C'est proportion. récurrent. C'est récurrent. Mais ça serait arrivé tout de même. Encore un mot? Non. C'est Vous l'Amérique miaulez, d'aujourd'hui. mais miaulez Mais je peut-être, pense aussi. non mais- Je pense que Ah bon. ça va. Et les je pense- quotas Qui existe On à la parle télé américaine. Ils ont fait, attention, hein. ils ont Pourquoi fait pas au ça à la cinéma télévision depuis Star Trek. En 1966, il y a le premier baiser biracial de la télévision américaine qui est Uhura et Kirk. Et c'est censé se passer dans une séquence rêvée, justement parce que comme ça on peut toujours dire, vous savez, ça c'est pas vraiment C'est un passé. fantasme. Mais je dirais que pendant 40 ans ou 50 ans, Concluez, Hollywood a chère mené Anne-Elisabeth. le combat contre la ségrégation. Ils se sont juste dit, bon, bah, maintenant on a gagné. Il y a encore un peu de boulot. Ils ont un peu laissé tomber les choses. Yakana. Oui, j'ai dessiné un organisateur des Oscars qui dit c'est stupide, on n'est pas raciste, on pense même à faire un Oscar en coton, Oh. spécial pour le bus. Non. Merci Yakana. Alors, on a un invité, surprise, un type absolument incroyable, un jeune homme de 35 ans qui a fait le tour du monde pendant 7 ans sans jamais utiliser de moteur. Autrement dit, cher Olivier Père, un tour du monde avec 0 empreinte carbone. Bonjour, bonsoir plutôt, Bonjour. bienvenue. Bonjour, Comment merci. allez-vous? Comment êtes-vous venu ici? En métro, évidemment? Eh ben déjà non, alors là, cette fois en À train. pince, en train. Alors, tour du monde en utilisant tous les moyens de transport, y compris quand il s'agissait de remonter de l'Australie à l'Indonésie, sans jamais utiliser un moteur. Alors Pourquoi c'était la Et règle. avec 5 $ par jour. Effectivement, Double 5 contrainte. €, 5 $, ça variait suivant les pays. L'idée, c'est donc voilà, c'est en route avec elle, c'est mon projet. C'est un projet, un tour du monde sans moyens motorisés. Donc j'ai voulu en fait appréhender le monde, mesurer le monde à sa juste valeur. Donc un vélo pour les continents, pour l'élémentaire, Ouais. un voilier pour l'élément eau, les océans, Ouais. et en fait plusieurs voiliers. Je faisais du voilier stop. Ouais. Et il reste un troisième élément, l'élément air, que je voulais apprécier aussi à sa juste valeur. Des planeurs Et non, c'est un parapente, une simple aile de parapente, un bout de tissu, un bout de chiffon avec quelques lignes qui me permettent de sauter des montagnes et d'explorer l'atmosphère de notre belle planète. Vous étiez censé partir 1 an, vous êtes parti pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que vous avez été enivré par la découverte de cette possibilité de le faire sans moteur, ou vous avez rencontré des obstacles énormes? Alors, en fait, vous m'amenez à la genèse de ce voyage, Ouais, allez-y. qui en fait a démarré à 13 ans quand mon grand frère Christophe a traversé le pays de la France, de Grenoble jusqu'à Arcachon, À pied. avec son vélo. D'accord. Et là, j'ai pu apprécier, en fait, ça a été la première ouverture d'une porte du possible. Je me suis rendu compte qu'on pouvait traverser tout un pays en vélo. Puis plus tard, 2 ans plus tard, j'ai lu un bouquin qui relatait un tour du monde aussi en vélo. Et alors je me suis dit, si on peut apprécier le monde, si on peut faire le tour de notre planète, de notre jardin en fait,
avec un simple vélo, de façon aussi humble, alors il faut que je le fasse. Est-ce qu'il y a des moments dans votre aventure où vous avez eu peur, où vous avez rencontré comme ça le danger à tel ou tel endroit, ou tel moment? Alors il y a eu un moment, effectivement, alors je vous ai amené en Turquie. Je sors de l'Iran et je rentre en Turquie, dans l'est de la Turquie, qui est une zone de guerre. À ce moment-là, je savais que C'était quand ça? Quelle année? C'était il y a 4 mois, en fait. Tout simplement. Oui, Vous venez de revenir. très chaud. Voilà, je viens de revenir il y a 2 semaines. Donc j'arrive dans la zone du mont Ararat et je me retrouve au premier matin avec des F-16 qui tirent des missiles Sur vous? tout autour de moi, en fait, à 500 mètres. F-16 turcs qui vous ont F-16 pris pour qui? Pour Pourquoi? en fait les rebelles du PKK Ah ouais, qui se cachaient bien dans la sûr. montagne, D'accord. ce que j'ai appris plus tard. Oui. Bon, et heureusement vous êtes là. Joël, vous avez On quelque chose à imagine demander que à vous avez Olivier fait Père. ce voyage aussi pour montrer qu'il était possible de vivre sans produire du carbone. Comment est-ce qu'on revient avec ce message-là? D'abord, est-ce qu'il est entendu par les autres? Et puis vous-même, comment est-ce que vous vous réinsérez dans la société d'aujourd'hui, dans la société moderne, où il y a du carbone partout? Alors, c'est vraiment un message que je veux apporter finalement. C'est effectivement, on peut réaliser des choses ambitieuses de façon écologique. Moi, je suis personne à la base, donc je ne savais pas faire de vélo de voyage. Disons que je suis comme tout le monde en tout cas. Voilà. Je ne savais pas faire de vélo de voyage, j'étais jamais allé sur un voilier. En parapente, j'étais à un niveau très moyen, débutant même. Donc c'est faisable. C'est faisable. Et Et maintenant, ce que je voudrais faire, de la même manière que j'ai été inspiré par d'autres, je voudrais maintenant inspirer d'autres gens. Et en fait, j'ai pour projet d'écrire le récit de ces 7 ans à travers un livre. En même temps, vous pouvez vous réintégrer facilement, parce que vous êtes parti il y a 7 ans, c'était Nicolas Sarkozy qui était président, et il revient. Donc voilà, rien n'a changé. Non, ça c'est le mauvais. Non, Recyclage des vies. non, ça c'est pas gentil. Rien n'a Merci. changé. Je voudrais inviter, si possible, en fait, pour écrire ce livre, en fait, pour passer ce message, ce que je voudrais faire, c'est lancer une campagne de participation. En fait, j'ai besoin de vous Sur votre site? Sur mon site internet. Et ben, le site s'affiche. Le site s'affiche. Merci infiniment d'être venu nous faire respirer un bol d'air pur, Olivier Père. Et on a un dessin de Yakana pour conclure. Oui, justement, j'ai dessiné Sarkozy qui, lui, a déjà trouvé un éditeur. Il dit un tour du monde, 0 carbone, bravo. Moi, un tour des Républicains, 0 Juppé, me suffit. Bien vu, Yakana. On change de sujet, on revient. Oui, c'est fini les voyages. Et la deuxième actualité, l'emploi, le chômage. Le plan d'urgence anti-chômage. Voilà, le plan d'urgence. Renaud, que faut-il en penser? Annoncé donc lundi dernier par François Hollande, un nouveau plan d'urgence de lutte contre le chômage. Alors on peut se demander pourquoi ce nouveau plan d'urgence maintenant, puisque ça fait quand même maintenant 3 ans et demi que François Hollande est au pouvoir. Et puis d'autre part, on a vu donc dans ce plan un certain nombre de recettes qui ont été plus ou moins déjà décriées. 500 000 chômeurs qu'on enverrait en formation, très bien, mais c'est du déjà vu, quasiment depuis Raymond Barre et Jacques Chirac il y a 40 ans. Un accent qui serait mis sur l'apprentissage. On sait que la France a beaucoup de retard en la matière, mais là aussi c'est une ritournelle qu'on a déjà beaucoup entendue. Joël Mesquin, est-ce que finalement c'est une façon de faire du neuf avec du vieux, ce plan, et que ça n'est pas très encourageant? La réponse est dans votre question, Renaud. Pourquoi ce plan maintenant? Précisément parce que c'est maintenant. Parce qu'on est à un petit peu plus d'1 an de la présidentielle et que François Hollande a lui-même fixé comme condition pour se représenter d'inverser la courbe du chômage. Donc il doit absolument sauver son emploi à lui d'abord. Notamment, on ne va pas dire que ce n'est que pour ça, mais aussi pour montrer qu'effectivement, il a envie de réformer jusqu'au bout, de faire des choses, de prouver son activisme, etc. Parce que de toute façon, on voit que vraisemblablement, avec le retour de la croissance, même si elle est faible, il y aura un petit rebond du chômage. Puis ce plan va lui permettre de faire un tour de passe-passe aussi sur les statistiques, de sortir un certain nombre de gens des statistiques du chômage, de les mettre dans des rangées moins visibles, dans des catégories, comme il fait d'ailleurs depuis dans des catégories quand même, moins visibles. Donc il a besoin de montrer aujourd'hui qu'il veut faire des choses pour tout simplement fixer lui-même la condition de sa participation à la prochaine élection. Certes, mais sur le fond, envoyer des chômeurs en formation professionnelle, leur donner une formation pour qu'ils retrouvent un emploi, on ne peut pas être contre. On ne peut pas avoir simplement une vision purement politicienne. On peut même se poser la question, comment se fait-il que dans un pays, parce que la réalité, ce n'est pas 650 000 chômeurs inscrits aujourd'hui, c'est 1 million qui ont été produits du temps de François Hollande, comment se fait-il que depuis tant de gouvernements, ils ne se disent pas que ce serait mieux de commencer par former les chômeurs pour qu'ils trouvent un emploi? Ce qui prouve, c'est que c'est un peu comme les militaires qui commencent à faire de l'éducation dans les pays qu'ils ont colonisés pendant un siècle à la fin des colonies. C'est pareil, c'est tiens, si on faisait de la formation pour les chômeurs en fin de mandat. Il était temps. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'un président était comme ça devant le mur de la réélection, Sarkozy, rappelez-vous la TVA sociale, c'était un grand moment, les CPE, ça doit vous dire quelque chose, ces mesures ou ces décisions de fin de mandat,
la veille ne produise jamais rien, parce que déjà le temps n'est plus là pour ce genre de réforme essentielle. Envoyer 1 million ou 2 millions de chômeurs en formation, c'est en début de mandat que vous le faites. Anne-Elisabeth Moutet, la Cour des comptes est en train de mettre les pieds dans le plat en remettant en cause la durée d'indemnisation du chômage qui est la plus longue en France par rapport aux autres pays européens. C'est faux. mais C'est faux. faux. Je tiens à le C'est dire. ce qu'a dit François Hollande. en tout cas. Il l'a dit. C'est ce qu'a dit. Alors donc François Hollande s'est trompé. C'est totalement faux. En Belgique, l'indemnisation du chômage est théoriquement à vie. Donc il n'y a pas de Avec un plafond. Avec un plafond. Absolument. En revanche, ici aussi il y a un plafond. Ici aussi il y a un plafond. En plus bas en revanche, Belgique. en France, le chômage, le chômage, lui, dure très longtemps, beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays. Alors, évidemment, comme c'est difficile de se faire embaucher en France, le chômage est long. Moi, je dois dire tout de même que je suis un peu choquée que des hauts fonctionnaires de la Cour des comptes, payés avec nos impôts à vie et qui ne connaîtront pas le chômage, disent « Ah, ben, c'est de la faute des chômeurs, on va faire des économies en passant par les indemnités des chômeurs, et par le montant des indemnités, et par le temps d'indemnisation. » Il y a des gens qui ont radis, alors qu'on n'a même pas eu le temps de les écouter. Oui, mais en même temps, on polémique sur le contenu d'un plan qui finalement n'est pas révolutionnaire, le plan d'urgence anti-chômage, alors que la semaine prochaine, il y a l'annonce, normalement, il va y avoir le dévoilement du rapport de Robert Badinter sur la future réforme du Code du travail. Est-ce que ça, c'est pas une grande réforme qu'on attend en France, qui s'est déjà produite dans d'autres pays Joëlle Mesquins. Certainement, le problème, c'est la visibilité, en fait. On a l'impression en France de vivre sans cesse un coup à gauche, un coup à droite. François Hollande mène sa barque depuis des années en faisant une politique social-libérale honteuse, on va dire. Donc chaque fois qu'il va effectivement faire des mesures donc pour déverrouiller l'économie, de l'autre côté, il va donner des signes à la gauche parce qu'il a besoin d'un alibi, etc. Donc on est tout le temps entre deux chaises. Plus politique qu'économique. Absolument. Et ce qui fait comme conséquence qu'on n'a pas cette confiance. On ne sait pas où on va. Or, l'économie a besoin de confiance. Yakana, on vous fait confiance. Oui, donc j'ai 2 dessins. Ouais. La dernière chance pour Hollande sera peut-être la déchéance de nationalité pour les chômeurs binationaux. Il est bien votre Hollande. Il sue à grosses gouttes. Et Puis, film catastrophe, l'inversion. J'ai 15 mois pour désamorcer cette bombe. Sinon, je saute. merci Yakana. Alors, la mort du cinéaste Ettore Scola mardi, dans la nuit de mardi, a signé la disparition d'une génération à demi perdue, comme disait Jacques Lourcel, la sienne, qui a pleuré ce grand cadavre à la renverse, celui de la gauche, selon le mot de Sartre. Et de ce point de vue, cher Claude Askolovitch, qui va venir nous rejoindre, on se demande si Nous nous sommes tant aimés n'est pas une sorte d'autoportrait politique d'Ettore Scola. Exactement, Elisabeth, bonsoir. C'est vrai qu'on perd beaucoup de monde en ce moment, encore Edmond de Charleroux hier, mais Ettore Scola, c'était autre chose. Pas seulement parce que c'était un cinéaste miraculeux, mais parce que c'était aussi un repère de nos vies et un repère politique. C'est grâce à Ettore Scola que nous savons qu'il existait jadis un objet politique, culturel, social, moral, éthique qu'on appelait la gauche, et cette gauche a disparu, voilà comment. Je vous parle, vous l'avez dit, d'un film qui a 41 ans, Nous nous sommes tant aimés. Le pitch, 3 amis sortent de la résistance et l'Italie de l'après-guerre va les séparer. Nous voulions changer le monde, c'est le monde qui nous a changé, dit un des personnages. Il y a un communiste en colère, joué par Nino Manfredi, Antonio. Il y a un intellectuel qui se passionne pour le cinéma, Nicolas, joué par Stefano Sattaflores. Et il y a un avocat idéaliste, Gianni, joué par Vittorio Gassman, qui va se faire avaler par le système. Il épouse la fille d'un grand patron peu sympathique, il devient riche et il sort de la vie de ses copains. C'est un film sur les illusions égarées, c'est un film sur la trahison sociale, c'est un film très très tendre sur la perte et c'est un film de gauche comme on était de gauche alors. Parce que pour Scola, il faut bien comprendre que celui qui a raté son existence, c'est celui qui est devenu riche. Vittorio Gassman est seul, il a perdu la fraternité. Quand ses copains le retrouvent, il n'ose pas leur dire qu'il est devenu un bourgeois, un puissant, un millionnaire. Les autres, dans leurs manifestations, peuvent encore chanter, on va l'entendre, les vieux chants de la résistance. Écoutez ça, c'est magnifique. Mais lui, Gianni Vittorio Gassman, ne peut plus chanter. Comprenez ça ? Ettore Scola était communiste, mais un communiste italien, c'est-à-dire c'était le nec plus ultra de la gauche à l'époque. Rien à voir avec le PC français. Enrico Berlinguer, le chef du PCI, cet aristocrate opposé à l'Union soviétique, intelligent, cultivé, spirituel. Le communisme italien était à la fois ancré socialement et extrêmement raffiné, presque une gauche caviar, on dirait chez nous. Scola, dans un autre de ses films, l'a raconté, s'appelait La Terrasse. Bon, laissons ça. Quand on revoit Scola aujourd'hui, on comprend tout ce qui nous est arrivé. Parce que non seulement, comme Gianni, la gauche est allée au capital, mais en plus, la honte a disparu. Maintenant, c'est la pauvreté qui est honteuse. Et comme nous dirait notre ministre de l'économie, M. Macron, alors là, tu sais, la vie d'un entrepreneur, c'est pas toujours si facile. Voilà. Et on a
même plus la fraternité pour se consoler. Or, c'était ça exactement la gauche, c'était une consolation et elle est partie avec Ettore Scola. Autre chose, si vous permettez, dans ce film, Nous nous sommes tant aimés, qui nous parle d'aujourd'hui. Il y a une autre scène. Nicolas, c'est l'intello gauchiste qui aime le cinéma, un jour va passer dans un jeu télévisé et on lui pose des questions sur Le voleur de bicyclette, chef-d'œuvre du cinéma néo-réaliste italien de De Sica. Et Nicolas répond justement, précisément, sauf que l'animateur ne comprend rien à ses réponses parce que l'animateur, il est inculte, il a des fiches, ses fiches sont mal faites et Nicolas est humilié. Et ça aussi, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire l'opposition entre l'inculture, l'abêtissement, le plus petit dénominateur commun, une certaine télévision, pas la nôtre Elisabeth, et ce que représentait le cinéma comme un outil d'élévation, de compréhension sociale. Voilà, je ne vais pas en faire une thèse parce que Scola nous racontait tout cela dans un sourire et ce sourire est aujourd'hui perlé de nos larmes. Mais regardez Anne-Elisabeth Moutet qui est embuée, effectivement. Oui, parce que les communistes italiens, et j'en ai connu, c'était absolument tout à fait Mignolet. C'était entièrement différent. C'était entièrement différent. Une histoire de communistes italiens rapide. 1956, Budapest, et c'est l'écrasement de la révolte anticommuniste de Budapest. Et il y avait le journaliste de la République, pas la Repubblica, de l'Unità, qui était le journal communiste italien. Et il était séparé, il était avec les troupes russes. Et puis en haut, à Buda, regardant la plaine de l'autre côté du Danube, il y avait tous les autres journalistes internationaux. Ils voient arriver une Fiat 500 et la Fiat 500 prend le pont des Chênes et il monte jusqu'à Buda pour retrouver les autres journalistes. Il dit « Io sono giornalista prima e comunista dopo ». Je suis journaliste d'abord et communiste ensuite. Scène cinématographique super bien, Cana. Oui, j'ai dessiné Claude Askolovitch qui s'adresse à un adolescent de 15 ans. Je vais te parler de Scola, c'est qui ? Quand il parlait de la gauche, c'est quoi? Ça aussi, mélancolie. On a demandé à chacun de vous trois de choisir une photo qui représente un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Joël Mesquins, Jérôme Kerviel, superbe photo, qui joue contre la banque. Oui, on pourrait retourner à Hollywood. C'était ça cette semaine, en fait. C'est les deux coups de poker de Jérôme Kerviel qui revient en demandant la révision de son procès, qui passait pour vraiment celui qui avait fait perdre des milliards à la banque et qui maintenant veut apparaître un petit peu comme l'égérie de l'extrême gauche, etc. Formidable effet d'annonce juste avant le procès, cette espèce de polar incroyable, invraisemblable, où on a à la fois le témoignage d'une commandante de police qui dit qu'elle a été manipulée, et puis qui est allée enregistrer à son insu la vice-procureure qui était en charge de l'affaire, qui dit qu'on l'a effectivement manipulée, et puis après qui redit que non, elle a été manipulée par l'enregistrement clandestin. C'est formidable, et la moralité de toute cette histoire, c'est de se dire que peut-être que Jérôme Kerviel a été un petit trader, comme on le dit, un petit trader de back-office, mais en tout cas, c'est un très grand communicant. Oui, tout ça, est quand même, tout ça attise une forme de conspirationnisme permanent, on a l'impression. Oui, bien sûr, avec Mais oui, avec l'inénarrable, l'inévitable appel à Christiane Taubira. Pourquoi est-ce que la justice a dysfonctionné, etc. On est là dans un espèce de théâtre permanent qui n'a plus rien à voir avec la sérénité de la justice. Pascal Blanchard, élégie pour une jeune photographe fauchée à Ouagadougou. Exactement. Comment s'appelait-elle? Leïla Alaoui. Ouais. C'était d'abord c'est un véritable hommage. Ça c'est un portrait fait par elle. Hein. C'est quelqu'un qui savait à la fois transcrire l'immigration, le voyage, les identités, alors qu'elle disait bien qu'elle ne voulait jamais travailler les identités, qu'elle ne voulait pas travailler sur une question identitaire, qu'elle n'était pas spécialiste de l'immigration et pourtant c'était une de celles qui la savait le mieux montrer. Son parcours est étonnant puisqu'elle était à New York au moment des attentats de 2001 en tant qu'étudiante de la photo. Elle était à Paris au moment des attentats du Bataclan. Elle en a parlé. Oui. Et là, elle est au Burkina Faso au moment dans ce pays symbole où elle allait faire un reportage sur les femmes violentées et mises à l'écart dans cette société. Une société qui est en pleine bascule. Je rappelle qu'il y a quelques jours, un ancien ministre burkinabé disait qu'il serait normal que le Premier ministre au Burkina soit musulman parce que la majorité du pays devait être musulmane. Le Burkina, c'est comme la Tunisie au monde arabe. C'est le pays de basculement dans ce qui va se passer dans le Sahel demain. Et elle allait justement là-bas, dans ce pays, pour parler justement d'équité, de parité. Je trouve que ce qu'elle fait, on le voit au niveau de la photo, il n'y a pas besoin de commenter, c'est sublime. Cette femme était brillante. Elle disait toujours qu'elle n'était ni arabe, ni européenne, ni française, ni marocaine. Une femme frontière, en quelque sorte. Oui, mais elle savait les montrer. Leïla Alaoui, je pense qu'à la Maison européenne de la photo, on peut trouver le bouquin de l'exposition Les Marocains. Exactement. Anne-Elisabeth Moutet, autre femme, autre genre. Pamela Anderson va parler de gavage des oies à l'Assemblée nationale. Et
que fait l'Assemblée nationale dans son immense générosité et dans son égalité des sexes? Eh bien, il insulte Pamela Anderson et d'une manière absolument monstrueuse. On la traite de dinde, on parle de son lifting, on dit qu'elle a les lèvres comme des saucisses. Enfin, on la traite encore plus mal que on a traité Cécile Duflot, etc. Oui. Alors, elle est venue à l'appel de la Fondation Brigitte Bardot et invitée par une députée verte. Et moi, je pense qu'il y a vraiment tout de même quelque chose d'assez important de voir d'abord une femme qui a travaillé et qui, elle, n'a pas touché de salaire d'État ni quoi que ce soit et a donné du plaisir à tout un tas de gens à la télévision, etc. On comprend très bien que Brigitte Bardot, qui s'est sentie totalement utilisée pour son corps, etc., et qui a pris sa retraite, qui est revenue aux 73, etc., elles se sont toutes fait traiter de choses et d'animaux. Et elles viennent défendre les animaux. Et j'ajoute qu'elles viennent avec des photographies qui détruisent une bonne fois pour toutes l'idée que les oies viennent pour se faire donner gentiment encore des choses au gavage, et on voit des oies déchirées, ensanglantées, dans des usines. Que personne ne regarde les photos. Et personne ne regarde les photos. Donc, et tous ces hommes à l'Assemblée pensent que c'est intelligent de la traiter, elle, de dinde. Le Parlement français ne s'est pas glorifié, ne s'est pas rendu glorieux avec une histoire pareille. Certes. Il n'y a jamais eu autant de monde, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. On voit souvent l'hémicycle complètement vide. Là, ce n'était pas dans l'hémicycle, c'était dans une salle annexe. Mais pour de mauvaises raisons. Il voulait d'abord se rincer l'œil et ensuite il voulait insulter la femme avec qui il s'était rincé l'œil. C'est typique. Yakana. Oui, donc vu l'hystérie de l'accueil de Pamela Anderson, j'ai dessiné, après la journée des câlins, la journée de l'entonnoir. On devient un peu fou. Sans commentaire, Benoît Forgeard, c'est notre génie graphique au débit de roupiès qui continue à explorer des territoires improbables et poétiques en liaison avec l'actualité. Ce soir, Renaud dans Dérive des continents, une spéciale dédicace à François Hollande. Résoudre la question du chômage en moins de 24 heures. Chiche. Bonsoir. Cette semaine, le président de la République française proposait 7 mesures pour l'emploi. Formidable mais insuffisant, peste déjà l'expert économique, tapis en chaque Français. Parce qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin, voici ce qu'il faudrait faire pour résoudre la question du chômage en moins de 24 heures. L'emploi est partout si l'on veut bien prendre la peine de se baisser. L'expression « un sourire ça ne coûte rien » par exemple. Les experts estiment à 3 milliards d'euros le manque à gagner infligé par cette abominable maxime à l'ensemble de l'économie française. Et pourquoi sourire ne coûterait-il rien ? Si des gens sont doués pour cela, si leur sourire est le résultat de toute une vie d'exercice, n'est-il pas normal qu'ils soient rémunérés pour le service qu'ils nous rendent ? Il ne s'agit pas d'abandonner nos traditions de convivialité, mais simplement de mettre à jour notre logiciel sympathie et d'améliorer nos sourires en les confiant à de vrais professionnels. Sourire en ligne, à domicile, bar à smile, le domaine pourrait connaître une expansion foudroyante. De la même façon, un bébé qui pleure, plutôt que de s'épuiser à titre bénévole, aurait tout intérêt à servir d'alarme anti-sommeil à l'automobiliste somnolent via une application. Ce premier petit boulot placerait le nouveau-né dans les meilleures dispositions pour la suite. Autre proposition, un grand chantier impliquant tout le peuple des inactifs. Les sans-emploi seront bientôt invités à dessiner dans la campagne une courbe du chômage de 70 km de long, visible depuis l'espace. Étant donné la conjoncture, cette opération pourra paraître saugrenue, voire de mauvais goût. Au contraire, elle encouragera les rencontres et redonnera confiance. Coordonnés depuis la station orbitale par le chef de l'État en personne, nos chômeurs inverseront eux-mêmes leur propre courbe. Plus qu'un symbole, une véritable catharsis qui prouvera une fois de plus la pertinence de notre nouvelle devise « Quand on veut, on peut ». Merci Benoît Forgeard. Un commentaire, Renaud non-polluant? Je pense que ça marche, oui. Merci mes amis, merci à tout le monde, merci Yakana. Dessin de Yakana, pour finir. Oui, j'étais revenu sur Sarkozy comme il a tellement envie de revenir. Alain, le gavage des oies, c'est bien une tradition du Sud-Ouest, alors tu vas le bouffer en entier. Merci, 28 minutes est terminé, disponible en replay enrichi sur l'antenne d'Arte ce soir dans un instant. Un si charmant village avec Gerhard Liebmann, vu par Anne-Elisabeth d'ailleurs et récemment dans Ta Torte, la fameuse série. Alertez les bébés phoques, nous aurons lundi Alain Bougrain-Dubourg en plateau avec Jacques Perrin. Bis Montag, on ne se tient pas de joie.